jeunesse. Décryptage dans Déshabillons-les. Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre l'examen de la proposition de loi visant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises. Cette proposition de loi a été adoptée hier par les sénateurs. Il faut dire qu'avec la crise financière, les PME ont de plus en plus de mal à accéder au crédit. Pour leur faciliter l'emprunt bancaire, le gouvernement a nommé un médiateur du crédit, René Ricol, en débloquant 913 millions d'euros. Il a permis à près de 5000 entreprises d'être confortées dans leur activité. Mais pour les parlementaires, il s'agit d'aller plus loin avec cette proposition de loi en essayant de responsabiliser tous les acteurs du crédit, mais également en imposant aux banques de motiver leur refus de crédit et en sanctionnant les établissements bancaires qui ne respecteraient pas les conditions légales d'octroi de crédit. Voilà pour les enjeux de la séance de cet après-midi. Bonne séance à tous. La discussion générale donc est close et nous passons à la discussion du texte élaboré par la Commission. Monsieur Patient sur l'article 1er. Monsieur Patient sur l'article 1er. Est-ce que vous... Voilà, très bien. Il n'a malheureusement pas été retenu. Je souhaitais intervenir dans le cadre de la discussion générale, mais malheureusement, il semblerait qu'il y ait eu un loupé au niveau de mon inscription. Aussi, pour vous sensibiliser sur l'urgence qu'il y a à mettre à disposition des PME ultramarines des produits adaptés qui répondent réellement à leurs attentes, et surtout à notre volonté commune de voir ces Outre-mer rentrer dans une logique de développement endogène, je me vois contraint d'utiliser la possibilité de parole sur article, et notamment sur cet article 1, dont le titre d'ailleurs reflète bien la situation des PME ultramarines. Cet article 1 porte sur les réductions ou interruptions de crédit aux PME, ce qui est quasiment le cas pour nos PME ultramarines qui sont en rupture de crédit. Je reviens d'une mission dans les 4 DOM et le constat est unanime, nos PME d'outre-mer sont en rupture de crédit. Certes, il existe un système bancaire dans les DOM avec principalement des banques commerciales qui sont des filiales ou antennes de banques nationales, mais il se caractérise par une trop forte sélectivité en matière de crédit, orientée principalement sur le commerce, les services, les crédits à la consommation et les crédits immobiliers. En revanche, son implication dans les actions volontaristes en matière de développement économique est très limitée. Alors, pas d'accès au crédit pour les secteurs productifs, notamment la pêche, l'agriculture. Tous les dispositifs de soutien au secteur prioritaire ne sont pas utilisés. C'est le cas des taux bonifiés à l'agriculture et à la pêche, du Fonds de développement des petites et moyennes industries, des prêts aidés à l'investissement, des prêts participatifs au développement. La SOFARIS ne peut intervenir que dans le secteur du commerce et des services et malheureusement n'est pas orientée vers le secteur industriel et dans la création d'entreprises. Résultat, les économies des Outre-mer sont de plus en plus tertiarisées, même quand elles présentent de réels atouts dans le secteur productif. Aussi, si l'on veut que le développement endogène des Outre-mer préconisé par le gouvernement, notamment par le chef de l'État à plusieurs reprises, ne devienne pas qu'un simple effet d'annonce, il convient d'apporter un certain nombre d'améliorations aux dispositifs actuellement en place. Il existe certaines pistes de réflexion, telles l'adaptation aux Outre-mer des produits OSEO BDPME. La majeure partie de ces produits ne sont pas, pour l'instant, distribués dans les Outre-mer, ou bien quand ils le sont, ils ne sont pas adaptés. Il est évident que ces produits sont loin de convenir à des entreprises intervenant dans les territoires qui ne sont même pas pour certains en phase de décollage. Il y a des adaptations donc, qui doivent s'imposer et nous pensons que OSEO
sous le couvert de l'AFD, peut très bien assurer cette possibilité. Il faut également redéployer l'activité de la SOFARIS pour que les garanties SOFARIS soient toutes présentes dans les Outre-mer. Il s'agit de pistes de réflexion qui peuvent rapidement être transformées en mesures réelles comme premier gage d'une véritable politique de développement endogène en attendant la mise en place d'un dispositif complet de financement en charge du développement économique. L'État doit les prendre en considération. Autrement, tout ce qui aura été annoncé jusqu'à maintenant ne restera que dans le domaine de l'intention. Merci, chers collègues. Nous en arrivons donc à l'article 1er. Donc le premier amendement, 11 rectifié. Il est présenté par Monsieur Arthuis. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui donne un peu plus de champ aux situations qui justifient qu'une entreprise demande des explications sur le retrait des crédits. C'est pour cela que l'on substitue à la mention article L561-19, qui est très restrictive, une rédaction plus large, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. Le reste du texte. L'avis de la Commission. De solliciter l'avis du gouvernement sur cet amendement. En le regardant, je me pose quelques questions supplémentaires. Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il soit très usuel que dans un texte de loi, on subordonne une disposition au respect des dispositions légales et réglementaires applicables. Je rectifie, je supprime réglementaire. Ah, alors donc dans le respect des dispositions légales applicables. Absolument. Voilà. De telle sorte, effectivement, qu'il ne résulte pas de cet amendement une interprétation susceptible de conduire les banques à s'exonérer facilement. Mais bon, dès lors que l'on se borne à se référer aux obligations légales, ça ne devrait pas être le cas. Ceci étant dit, la Commission s'en remet à l'avis du gouvernement. Merci, Monsieur le rapporteur général. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Le gouvernement est favorable à cet amendement avec la précision fort utile qu'a introduite Jean Arthuis en supprimant la référence réglementaire. La rédaction actuelle, en effet, de l'article 1er de cette proposition de loi ne vise qu'un seul cas de dispense légale de motivation de l'interruption de la réduction du concours accordé à une entreprise, celle précisément de l'article L561-19. Et donc, en supprimant cette référence, eh bien, on va permettre que d'autres cas de dispense soient susceptibles d'être introduits à l'avenir. La formulation que vous proposez permettra effectivement de maintenir la portée de la rédaction du 2 de l'article 1er et de laisser la possibilité d'introduire à l'avenir d'autres cas de dispense. Eh bien, le gouvernement est favorable à cet amendement, ainsi rectifié par le sous-amendement, si j'ose dire, en séance de Monsieur Jean Arthuis. Merci, Monsieur le ministre. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement 11 rectifié bis veulent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement est adopté. Amendement numéro 6, il est présenté par Monsieur Vera. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai indiqué dans la discussion générale que les intentions de l'auteur de la proposition de loi étaient peut-être louables, mais ce qui ressort de l'examen du texte dont nous débattons, c'est que sa portée normative est très réduite. Et l'article 1er de ce texte suffit en lui-même pour confirmer cette impression. De fait, dans un premier temps, on fixe à 60 jours le délai dans lequel un établissement de crédit ne pourra procéder à la suspension d'un crédit d'exploitation accordé à une entreprise, et dans un second temps, on demande que le refus de l'établissement de crédit soit, à la demande du prêteur, expressément motivé. Mais en définitive, cela ne change rien à la situation de l'entreprise concernée. C'est pourquoi notre amendement vise à donner une force un peu plus nette à la mesure préconisée par l'article 1er. Nous proposons que le refus d'accorder un prêt bancaire à une PME ou à une TPE emporte déclenchement du droit au compte, un droit dont je rappelle qu'il est, de par la loi, ouvert tant aux particuliers qu'aux personnes morales, c'est-à-dire aux entreprises.
Rapporteur, s'il vous plaît, monsieur le rapporteur général. Oui, monsieur le Président. Donc, je comprends que, dans l'esprit de l'auteur, la décision d'une banque de réduire ou d'interrompre son crédit conduirait à la mise en œuvre de la procédure du régime du droit au compte et du régime des fonds reçus du public et de la garantie des déposants. J'ai un peu de peine à comprendre l'enchaînement des opérations et la faisabilité de ce dispositif, le caractère opératoire du dispositif. Je n'ai pas creusé la question de manière déterminante, mais peut-être puis-je subordonner l'avis de la Commission à ce que le ministre aura à nous dire. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Bien, Monsieur le Président, le gouvernement est défavorable à cet amendement et je voudrais saluer la préscience du rapporteur général qui ne voit pas comment il pourrait fonctionner. C'est vrai que cet amendement n'est pas adapté à l'objet qui est poursuivi de soutenir les entreprises qui peuvent avoir une suppression, une réduction des concours accordés. Vous proposez deux procédures, l'exercice du droit au compte et l'appel au fonds de garantie des dépôts. Mais les deux procédures ne se trouvent pas à s'appliquer dans ce cas spécifique. Qu'est-ce que c'est que l'exercice du droit au compte? Eh bien, c'est la possibilité de bénéficier d'un compte. Et donc l'exercice du droit au compte est ici sans objet dans la mesure où l'interruption ou la réduction d'un concours bancaire ne vaut pas clôture du compte. Ce n'est pas parce qu'un établissement de crédit interrompt le concours qu'il accorde à une entreprise qu'il va résilier le compte qu'elle détient chez lui. Donc ça n'a pas de lien. Et deuxième procédure que vous mentionnez, celle relative au fonds de garantie des dépôts. Mais dans ce cas précis, ça ne trouve pas non plus à s'appliquer car ce dispositif prévoit que le fonds indemnise les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts. Or, l'interruption d'un concours ne vaut pas indisponibilité des dépôts effectués par l'entreprise. Rien ne justifie donc l'intervention en l'espèce du fonds de garantie des dépôts. Cet amendement, et je le regrette, est donc inapplicable en l'état et en outre ne correspond pas à la réalité des pratiques des établissements de crédit. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. S'il y a des explications de vote, il n'y en a pas. Je consulte qui sont... Ceux qui sont favorables à l'amendement présenté par M. Vera veulent bien lever la main. Avis contraire. L'amendement n'est pas adopté. Alors, je consulte le Sénat sur l'article 1er. Ceux qui sont favorables sont priés de lever la main. Avis contraire. L'article 1er est adopté. Même vote pour l'article 2 et l'article 3. Je vous remercie. Nous passons à l'article 3 bis. Un amendement présenté par M. Vera, l'amendement numéro 3, s'il vous plaît. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement revient sur une question essentielle, celle de la collecte de l'épargne populaire et celle de son utilisation. Question d'autant plus d'actualité que s'est mise en place depuis janvier dernier la distribution des produits de l'épargne dite réglementée par l'ensemble des réseaux bancaires. Nous sommes partisans, parce qu'il faut que nous trouvions des voies et moyens de la relance de l'activité économique, d'une centralisation renforcée des sommes collectées au titre du livret A et du livret de développement durable. Et nous sommes partisans d'une forme d'égalité de traitement entre les collecteurs en encadrant plus strictement la faculté laissée aux nouveaux collecteurs de ne pas mettre en œuvre la centralisation des ressources collectées. Nous avons besoin d'argent disponible pour l'emploi, pour l'investissement dans le secteur du logement, pour soutenir le tissu important de PME et de TPE qui travaillent dans ce secteur, comme nous avons besoin d'offrir aux petites entreprises de l'ensemble des secteurs d'activité des moyens financiers nouveaux, assis notamment sur la collecte du livret de développement durable. Chers collègues, avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai le sentiment que la préoccupation de notre collègue s'adressait davantage
au texte initial de la proposition de loi et que le dispositif élaboré par la Commission et qui fait précisément l'objet du présent article 3 bis est de nature à satisfaire les préoccupations exprimées par M. Vera, puisque l'on a bien prévu la centralisation des fonds dont il s'agit à la Caisse des dépôts, la non-rémunération de cette centralisation forcée, une période de référence et de mise en œuvre de la sanction fixée à un trimestre. Donc ceci me paraît opérationnel et, je le répète, répondre aux préoccupations que vous avez exprimées, mon cher collègue, ce qui devrait normalement vous permettre de retirer l'amendement. Monsieur le ministre, quel est votre avis, s'il vous plaît? Monsieur le ministre. Excusez-moi, Monsieur le Président, le gouvernement est défavorable à cet amendement parce que je voudrais en quelques mots indiquer qu'on prendrait beaucoup de risques si nous adoptions votre amendement, car recentraliser à la Caisse des dépôts les sommes qui ont été décentralisées pour financer les PME, c'est prendre le risque de fragiliser le financement des PME que de les recentraliser. Et je voudrais ajouter, en outre, que les ressources qui sont actuellement centralisées à la Caisse des dépôts, elles suffisent pour couvrir les besoins en termes de financement du logement social. Et donc, pour ces deux raisons, à la fois la priorité qui doit être attachée au financement des PME et le fait que les ressources aujourd'hui sont suffisantes pour financer le logement social, eh bien, m'amène à rejeter votre amendement. Je voudrais vous donner un exemple d'une application d'une partie de votre amendement s'il devait être adopté. Relever le plancher de centralisation tel que vous le proposez dans votre amendement conduit potentiellement à une diminution de 15 milliards d'euros des sommes disponibles pour le financement des PME, ce qui est évidemment considérable et bien sûr il ne faut pas adopter votre amendement. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Chers collègues, Monsieur Weber, vous souhaitez répondre à l'appel de Monsieur le rapporteur? Oui, j'ai bien pris note des remarques de Monsieur le rapporteur et celles de Monsieur le ministre. Je note une appréciation différente entre les deux, bien entendu. Et en conséquence, je maintiens mon amendement. Merci, chers collègues. Nous allons consulter Madame Rie. Vous avez la parole. Oui, je voudrais, à cette occasion-là de l'amendement de nos collègues du groupe CRC, faire remarquer qu'au 31 décembre 2008, l'encours centralisé auprès de la Caisse des dépôts et consignations était inférieur à ce qui devait être le plancher qui devait conduire à ce que 70% des encours soient centralisés. C'était ça la loi de modernisation de l'économie. Et il n'a été, il me semble, que de 67 ou 68%. Et qu'au 30 avril, ce chiffre est encore inférieur. Donc, je pense que l'engagement qui avait été pris dans la loi de modernisation de l'économie n'est pas respecté. C'est une des motivations qui conduiront le groupe socialiste à demander une évaluation complète de la loi de modernisation de l'économie à l'automne, quand dans le cadre de la procédure d'évaluation des lois qui ont été votées. Ce n'est pas la seule, mais c'est un des éléments que nous voulons regarder de près. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Chers collègues, parce que dès lors qu'on vote sur le texte de la Commission, on ne voit plus les améliorations apportées par celle-ci. Mais vous les connaissez, puisque vous y siégez, vous y êtes particulièrement active. Donc nous avons ajouté deux choses. Premièrement, nous avons prévu que la méconnaissance sur un trimestre de l'obligation de centralisation sera sanctionnée, de l'obligation d'affectation, sera sanctionnée à la fois par une centralisation à la Caisse des dépôts des ressources considérées
et par une pénalité financière pendant une période équivalente de 3 mois. Ce régime tient compte du rythme trimestriel du rapport au ministre chargé de l'économie auquel sont tenus les établissements concernés. D'autre part, nous avons prévu qu'en un tel cas, la pénalité financière consiste expressément dans la suspension de la rémunération des fonds centralisés à la Caisse des dépôts à la suite du constat de leur emploi non conforme aux exigences légales. En d'autres termes, nous avons complété le dispositif à l'Assemblée nationale lié à une initiative de M. Baligan et nous avons rendu cette initiative opératoire. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Je consulte. Ceux qui sont favorables à l'amendement présenté par M. Vera veulent bien lever la main. Avis contraire. Il n'est pas adopté. Le 3 bis, même vote. Nous passons. Il est adopté. Oui, pardon. Le 3 bis est adopté. Nous passons à l'article 4. Monsieur Vera, vous présentez l'amendement 4 rectifié, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, la situation économique préoccupante de notre pays se traduit pour le moment par une récession marquée. Le gouvernement vient d'annoncer que l'année 2009 serait marquée par une récession de 3 points du PIB, récession conduisant à l'explosion du nombre des sans-emploi avec, comme on le sait, l'inscription d'un minimum de 640 000 chômeurs supplémentaires. Et dans ces hypothèses économiques, le gouvernement mise sur une légère reprise en 2010, reprise atteignant le niveau de 0,5%. Cette prévision de croissance en 2010 intègre l'amélioration relative de la situation de nos banques. Et ce redressement apparent de la situation financière de nos banques serait lié, à nos yeux, à la reconstitution de marge qui a suivi la réduction du loyer de l'argent sous l'impact des décisions successives de baisse du taux directeur de la BCE et le fait que cet allègement des coûts de crédit interbancaire n'a pas eu de véritable répercussion sur le niveau des taux d'intérêt. Il importe, si l'on veut effectivement créer les conditions de la relance de l'activité, de mettre à disposition des PME des ressources peu coûteuses et en l'occurrence adossées à la collecte des livrets de développement durable. Cette solution est d'ailleurs moins coûteuse pour les finances publiques que l'une des solutions retenues par le gouvernement et qui vise depuis la loi TEPA à favoriser l'investissement des particuliers dans les PME au travers de la mobilisation des cotisations de l'ISF. Notre amendement vise donc à porter à 9 000 € le plafond de versement sur les livrets de développement durable en vue de faciliter une relance de la collecte. D'un coût marginal pour les finances publiques, cette mesure est porteuse d'effets leviers importants, d'autant que les conditions de centralisation de la collecte des livrets d'épargne que nous avons soulignées précédemment peuvent faciliter une meilleure allocation de la ressource disponible. Je vous remercie, chers collègues. Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, cet amendement a été présenté en séance de la Commission par Monsieur Vera, qui en est membre, et rejeté par la Commission. Il revient en séance publique, ce qui est une redondance. Et ceci montre d'ailleurs les limites de la procédure issue de la révision constitutionnelle, parce que si un tel processus se répète indéfiniment, on ne voit pas bien à quoi ça sert de tenir des séances de la Commission en présence d'un membre du gouvernement, avec un compte-rendu qui permet aux uns et aux autres d'expliciter leurs initiatives et à la Commission d'expliciter ses avis. Alors, je me permets de souligner cela, je n'y reviendrai pas. L'avis est évidemment défavorable puisque la Commission a rejeté cet amendement. Monsieur le ministre. Le gouvernement est défavorable à cet amendement qui avait déjà été rejeté en commission. Merci, monsieur le ministre. Il n'y a pas d'explication de vote. Je consulte qui sont favorables à l'amendement présenté par monsieur Vera. Qui est favorable? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je consulte sur l'article 4. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous passons à l'article 5 où il y a 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le premier est présenté par monsieur Vera, s'il vous plaît. Monsieur le Président, les chiffres de l'Observatoire du crédit publiés sur le site du ministère des Finances et de l'Emploi démontrent que les données concernant les encours de crédit et les nouveaux crédits consentis aux entreprises sont disponibles mensuellement. Cette qualité de l'information, en évitant
Toute interprétation trop statique permet d'envisager que nous disposions des outils de prévention et de connaissance des difficultés d'accès au crédit des entreprises. Ce rythme mensuel permet de suivre avec précision les évolutions du crédit et d'anticiper tout changement d'orientation. Et donc, par cet amendement, nous proposons que la Banque de France publie mensuellement et non trimestriellement, comme il est prévu à l'article 5, les encours de crédit et les nouveaux crédits consentis aux entreprises. Je vous remercie, chers collègues. L'amendement 2 rectifié présenté par M. Arthuis. Monsieur le Président, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale prévoit la publication par la Banque de France de données qui certainement sont intéressantes. Mais il apparaît que la Banque de France n'est pas en situation de rendre opérantes les dispositions que nous nous proposons de voter. Par conséquent, cet amendement revient dans le champ de la faisabilité. Je reconnais que ça n'est pas très satisfaisant, car après tout, le législateur est souverain pour fixer les objectifs et demander aux opérateurs de s'y conformer. Mais dans le cas particulier, je pense qu'il nous faut une expertise complémentaire. Il semble que d'abord, dans l'immédiat, ça n'est pas applicable, et que pour satisfaire la publication des données statistiques sur les crédits nouveaux, il faudrait également un investissement assez considérable. S'il faut un investissement considérable, naturellement, c'est une pénalité. Il faut bien en mesurer l'opportunité. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement. Je souhaite pour ma part qu'il puisse être voté pour que nous ayons un texte différent de celui voté par l'Assemblée nationale et que la navette puisse se poursuivre afin de permettre une meilleure expertise et de statuer en pleine connaissance de cause sur la faisabilité de ce que nous votons. Je vous remercie. Monsieur le Président, avis de la Commission. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, une fois n'est pas coutume, je ne serai pas d'accord avec cette intervention. Président Jean Arthuis. Alors, l'amendement de M. Vera est un amendement. L'amendement numéro 5 est vertueux dans son principe, vise à assurer une plus grande transparence, soulève deux difficultés. D'une part, il me semblait que l'article 5, dans son état, imposant déjà à la Banque de France une adaptation de son système d'information, était de nature à satisfaire au moins dans une large mesure la préoccupation de M. Vera. Au demeurant, si je ne me trompe, la même rédaction avait été présentée en commission le 27 mai par Mme Nicole Bricq, qui avait considéré que le texte proposé, que le texte de l'article 5, finalement, lui donnait satisfaction. Par ailleurs, la publication des encours de crédit ne peut en principe s'exercer que de manière agrégée, dans la mesure où les données fournies par chaque établissement bancaire sont protégées par le secret des affaires et le secret statistique, et obliger chaque réseau à publier ses statistiques en la matière pourrait nuire à ses intérêts économiques. C'est donc en vertu de ces deux séries de considérations que j'émets un avis défavorable. Maintenant, sur l'amendement, j'ai dû présenter Arthuis pour faire vivre la navette. Naturellement, faire vivre la navette est toujours une excellente chose. Mais, lorsqu'on prescrit une obligation à un organisme et que cet organisme tire prétexte de ses habitudes de travail pour dire qu'il ne peut pas y déférer, j'ai un peu plus de peine à suivre le raisonnement, parce qu'à la limite, il suffirait, quand une prescription est faite à un outil du secteur public ou de l'administration, que celui-ci puisse faire état de je ne sais quelle raison issue de ses méthodes de travail, ici de son système informatique, un autre jour du climat social, pour dire qu'il n'est pas en mesure de faire ce qu'on lui demande de faire. Par ailleurs, se contenter d'informations sur les stocks de crédit
ne répond en rien aux préoccupations exprimées dans la proposition de loi. Alors, on peut faire des propos de tribune sur les PME, mais le peu qu'il y a de concret et de précis dans cette proposition de loi, si on le vide, à mon avis, ça ne va pas tout à fait dans le sens de ce texte. Bon, ce n'est pas une question évidemment d'une importance stratégique ou décisive, naturellement, mais elle est quand même suffisamment délicate pour qu'en commission le 27 mai, nous nous soyons partagés et que l'amendement dont il s'agit de Jean-Jacques Jégoux ait été repoussé avec égalité des voix. Voilà. Alors, bon, je comprends bien et j'ajoute que le gouvernement s'en était remis à la sagesse de la Commission. Alors vous avez maintenant tous les éléments d'appréciation et en ce qui me concerne, je réitère un avis défavorable. Voilà. Défavorable. Monsieur le ministre, sur ces deux amendements. Alors sur l'amendement proposé par Monsieur Vera, les explications du rapporteur rejoignent celles que j'aurais fait, donc j'y suis défavorable. Sur l'amendement présenté par Monsieur Jégoux, eh bien, et Arthuis. Mais je le cherchais, je le retrouve à la présidence. N'essayez pas de m'influencer, Monsieur le Président, en excipant de votre poste. Bon, tout a été dit, ou presque, à la fois par Jean Arthuis et par Philippe Marini. L'amendement vise à retirer de la publication la donnée des nouveaux crédits. C'est vrai que la Banque de France a attiré l'attention sur l'inadaptation de son système de collecte actuel à l'élaboration de cette donnée. Si elle est en mesure d'établir les encours pour différentes catégories d'entreprises, la Banque centrale n'a pas, à l'heure actuelle, les moyens de calculer la production de crédit durant une période donnée. Et c'est vrai que la mise en œuvre d'une telle disposition pourrait nécessiter un délai long et ralentir ainsi l'application de l'article 5 dans son intégralité. Et donc, comme je suis d'une très grande cohérence sur mes positions, m'en étant remis à la sagesse de la Commission il y a quelques jours, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée en ce moment. Eh bien, je vous remercie, Monsieur le ministre. Nous allons consulter. Pardon ? Ah, Madame Brick. Pardon. Vous avez la parole. Oui, en commission, effectivement, j'avais déposé le même amendement que notre collègue Vera, mais je l'ai retiré et à la lecture attentive de l'article 5 qui nous arrivait de l'Assemblée nationale et en pressentant le débat qui allait y avoir au sein de la commission qui effectivement a abouti à un partage. Et une fois n'est pas coutume, j'ai mis ma voix avec celle du rapporteur général, parce que le texte qui nous arrivait de l'Assemblée prévoyait effectivement que ce soit la Banque de France qui établisse ces données à la fois sur les stocks et, ce qui est très important, sur les flux de nouveaux crédits. Parce que c'est bien de ça dont nous avons besoin dans la période. Donc, je maintiens ma position, à savoir que j'appuierai la position de la Commission à laquelle le gouvernement a donné un avis de sagesse. Parce que si nous n'avons pas la possibilité, et le législateur là fait son travail, de vérifier les flux, c'est-à-dire les nouveaux crédits, nous sommes complètement dépourvus de la possibilité de transparence qui était quand même l'esprit de la proposition de loi, notamment dans cette période de crise. Et nous avons tous dit les uns et les autres, même ceux qui soutiennent l'action du gouvernement, tous, j'ai bien entendu les orateurs qui se sont succédés, qu'il y a un problème que nous constatons tous les jours d'accès au crédit des PME dans les entreprises, alors que les banques ont reçu
je ne le répète pas, des dotations quand même extrêmement importantes et ça ne se matérialise pas. Et nos collègues du groupe CRC ont raison, elles sont en train de reconstituer leurs marges. C'est ça qui est en train de se passer. Donc il faut pouvoir le vérifier avec un outil statistique fiable. Je vous remercie, madame. Alors je vais consulter. Sur l'amendement numéro 5 présenté par monsieur Vera, la Commission et le gouvernement sont défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Sur l'amendement présenté par messieurs Gégou et Arthuis, la Commission est défavorable et le gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée. Alors, qui est favorable? Comptez. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je consulte sur l'article 5. Qui est pour? Sur le 5 bis, même vote. Adopté. 5 ter. 5 quater et 6. Article 6 bis. Adopté. S'il n'y a pas d'opposition. Après l'article 6 bis, je suis saisi d'un amendement présenté par monsieur Philippe Dominati. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Avec cet amendement, Monsieur le Ministre, il s'agit d'amplifier le succès que connaît le déploiement du régime de l'auto-entrepreneur, et notamment en Outre-mer, en appliquant le taux de cotisation sociale spécifique en tenant compte des cotisations prévalant dans ces territoires. Cet amendement permet la mise en œuvre de taux spécifiques en cas de cumul entre le régime microsocial simplifié prévu à l'article L133 du Code de la sécurité sociale et l'exonération prévue aux articles L756-4 et L756-5 pour les travailleurs indépendants exerçant dans les DOM. Je vous remercie. Avis de la Commission. C'est un amendement tout à fait intéressant qui étend le champ d'application de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2009 et qui, à l'initiative du gouvernement et avec notre avis favorable, avait prévu la mise en place de ce dispositif en métropole. Il s'agissait de ne pas priver les bénéficiaires de l'ACRE de la possibilité d'accéder au statut d'auto-entrepreneur. Ainsi, dans le cadre d'une activité commerciale dont le prélèvement social est fixé à 12%, le taux forfaitaire de cotisation débute à 3% la première année, puis 6% et 9% les 2 années suivantes. Il convient d'approuver cette extension à l'outre-mer du régime de l'auto-entrepreneur, qui a déjà fait l'objet d'un avis favorable de la Commission. Toutefois, il faut s'interroger sur le coût de la disposition. En matière d'outre-mer, on n'est jamais trop prudent de ce côté-là. Et par conséquent, il serait utile d'entendre le gouvernement. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Je suis, monsieur le président, favorable à l'amendement proposé et je lèverai le gage. La détermination des taux applicables aux auto-entrepreneurs dans les DOM préservera l'équilibre financier de la mesure. Ces taux, eh bien, je peux vous indiquer qu'ils seront fixés aux 2/3 des taux normaux pratiqués selon les différentes spécifications de l'auto-entrepreneur dans les activités de commerce libéral ou de service. Donc favorable et levé du gage. Rapporteur général, votre position est identique. Favorable. Bien. Alors, je mets aux voix l'amendement numéro 8, présenté par M. Dominati, dont le gouvernement a annoncé qu'il levait le gage. Qui est favorable à l'amendement numéro 8? Le gouvernement est pour, la Commission est pour. Très bien. Ne m'écoutez pas, M. Truchy. Qui est contre? L'amendement est adopté. Nous passons à l'amendement 13 rectifié, présenté par M. Dominati. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président.
Avec mon ami Gérard Longuet, par cet amendement, nous avons voulu préciser le traitement comptable de l'écart de valorisation qui peut exister lors de la cession d'une société par rachat de ses salariés avec création d'une société coopérative ouvrière de production, c'est-à-dire une SCOP, prévue par les articles 48 et suivants de la loi de 1978. Cet écart de valorisation peut être inscrit à l'actif du bilan selon des modalités fixées par un règlement de l'autorité des normes comptables qui devra préciser en particulier les conditions applicables pour justifier l'existence de plus-values latentes ainsi valorisées et le suivi qui sera nécessaire avec notamment la possibilité de procéder à des dépréciations. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, il est vrai que la transformation d'une société en société coopérative ouvrière de production ne fait pas l'objet, jusqu'ici, de dispositions comptables particulières. Il existe une doctrine, éditée par la Confédération générale des SCOP, et qui préconise de comptabiliser l'écart de valorisation né de la transformation dans un compte d'ordre à l'actif. Toutefois, ce traitement comptable a été remis en cause. Sur la base d'une analyse menée conjointement avec la Confédération des SCOP, le Conseil national de la comptabilité a conclu qu'il n'était pas possible, en application des textes comptables actuels, d'inscrire le dit écart à l'actif. Par conséquent, seule l'adoption dans la loi de règles comptables spécifiques aux sociétés coopératives ouvrières de production pourrait permettre de valider le principe reconnu jusqu'ici par la doctrine et qui prévoit l'inscription de l'écart de comptabilisation à l'actif. Cet amendement répondant à un tel besoin, la Commission y est favorable. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, le gouvernement est lui aussi favorable à l'amendement présenté par Gérard Longuet et par Philippe Dominati, car cet amendement, comme l'a rappelé Monsieur le rapporteur, précise utilement le traitement comptable de l'écart de valorisation qui peut exercer lors de la cession d'une société par rachat de ses salariés avec création d'une société coopérative ouvrière de production. Cet amendement adopté permettra de faciliter la reprise de société par les salariés en recourant à des SCOP. Le gouvernement y est donc favorable. Merci, Monsieur le ministre. Vous levez le gage? Le gage est levé. Je vous remercie. Pas d'explication de vote. Ceux qui sont favorables à l'amendement 13 rectifié présenté par Monsieur Dominati, veuillent bien lever la main. Avis contraire, il est adopté. Je consulte. Il n'y a pas. Sur l'article 6 ter, pas d'opposition. L'article 6 quater également. L'article 6 quinquies. Nous passons ensuite à un amendement présenté par messieurs de Montgolfier et Béteille, les membres du groupe UMP. C'est monsieur Dominati qui le présente. Vous avez la parole. Monsieur le Président. Cet amendement vise à exempter les experts comptables de déclaration de soupçons lorsqu'ils donnent des consultations juridiques. Il permet ainsi de rétablir, dans le cadre du nouveau dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, leurs précédentes obligations déclaratives auprès du service TRACFIN. En préservant leur secret professionnel dans le cadre de leurs activités de conseil juridique, cette modification répond à une forte demande des professionnels en ce sens. Cet amendement est conforme au principe d'égalité de traitement devant la loi. Il aligne en effet le régime déclaratif des experts comptables sur celui applicable aux professions juridiques dans le cadre de leurs activités de consultation juridique. Il rétablit ainsi une égalité de traitement entre ces professionnels s'agissant d'activités identiques. Cet amendement permet par ailleurs aux agents des services de l'État chargés de la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs de recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ces missions, non seulement dans le cadre du gel des avoirs terroristes prévu par le Code monétaire et financier, mais aussi dans le cadre du gel des avoirs liés aux sanctions financières internationales prévues par le même Code. Merci, Monsieur Dominati. Monsieur le rapporteur.
Oui, cet amendement a pour but essentiel, comme on l'a compris, d'aligner, en matière de lutte anti-blanchiment, le régime déclaratif des experts comptables sur celui des avocats, déjà en vigueur. Oui, bien entendu, cela paraît clair. C'est même limpide, cher Monsieur le Président. C'est limpide. Parce que les experts comptables, ce sont des entreprises. Et les avocats aussi. Bon, donc nous restons dans le domaine des entreprises. Et il s'agit de certaines activités de... Bon, alors, les experts comptables seraient ainsi exemptés de la déclaration de soupçon à Tracfin lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, sauf si celles-ci étaient données à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. L'amendement aurait aussi pour finalité de permettre aux agents des services de l'État de recevoir de l'administration des impôts toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission, que ce soit dans le cadre du gel des avoirs terroristes, mais également dans le cadre du gel des avoirs liés aux sanctions financières internationales. Ça, c'est un second aspect qui est de caractère beaucoup plus technique. Alors, la Commission, qui effectivement est sensible à la symétrie, s'en remet à l'avis du gouvernement. Voilà. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, eh bien, le gouvernement est favorable à cet amendement. C'est un amendement d'équité qui est particulièrement bienvenu s'agissant de la modification du régime déclaratif des experts comptables. Parce que la modification envisagée, comme l'a parfaitement expliqué le sénateur Dominati, permettra d'aligner leur régime déclaratif sur celui applicable aux professions juridiques dans le cadre de leurs activités de consultation. Elle rétablit cet amendement, rétablit ainsi une égalité de traitement entre ces professionnels s'agissant d'activités identiques. J'y suis donc parfaitement favorable. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des explications de vote, Madame Bricq? Oui, je réitère devant la séance de ce soir la position que nous avons adoptée en commission des finances. Franchement, par les temps qui courent, où on nous dit que de sommet international en sommet international, tous les efforts sont faits pour lutter contre le blanchiment. L'intitulé du Grand 4, les experts comptables ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, etc., etc., c'est pas acceptable. Et l'argument de l'équité masque en fait l'accès à une demande réitérée d'une profession bien identifiée. Bon, je n'utilise pas l'argument de corporatisme, mais franchement, si les experts comptables veulent faire des consultations juridiques, ils deviennent avocats. Je vous remercie, chers collègues. Il n'y a pas d'autre explication de vote. Je consulte sur l'amendement 9 rectifié. Le gouvernement est favorable et la commission également. Ceux qui sont d'avis d'adopter cet amendement, veuillez bien lever la main, s'il vous plaît. Avis contraire, il est adopté. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 1 présenté par Madame Bricq. Il est défendu. Avis de la commission. Défavorable. Le ministre. Défavorable. Je consulte sur cet amendement numéro 1 présenté par Madame Bricq et les membres du groupe socialiste. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Donc il n'est pas adopté, il n'y a pas d'article 6. Sur l'article 6 sexies, section A, qui est pour? Qui est contre est adopté. Sur l'article 6 sexies B, nouveau, même vote. Sur l'article 6 sexies, même vote. Sur l'article 6 septies, nouveau, même vote.
Après l'article 6 septies, un amendement de messieurs Hérisson et Dominati. C'est vous qui le présentez, monsieur Dominati. Tout à fait, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Le développement du très haut débit, c'est-à-dire des réseaux en fibre optique, est un objectif prioritaire du gouvernement qui en fait un axe majeur de sa politique dans le numérique pour obtenir, de faire en sorte que 4 millions d'abonnés à l'horizon de 2012 puissent en bénéficier. À cet effet, la loi de modernisation de l'économie a posé un certain nombre de principes fondamentaux, notamment l'article 109 qui prévoit ainsi le prééquipement en fibre optique des immeubles neufs à compter de 2010. Cet article pose également le principe de la mutualisation entre les opérateurs de la partie terminale des réseaux en fibre optique. Les principes posés par la LME restent pertinents, mais la mise en œuvre pratique de la mutualisation fait apparaître un grand nombre de questions techniques et opérationnelles complexes. Sur le plan technique, deux solutions existent. Le monofibre, qui consiste à établir une seule fibre optique dans chaque logement, fibre pouvant être utilisée par tout opérateur desservant ce logement. Le multifibre, dans lequel plusieurs fibres optiques sont établies dans chaque logement, chaque opérateur pouvant ainsi disposer de sa propre fibre. Une expérimentation lancée fin 2008 par le secrétaire d'État à l'économie numérique et pilotée par l'ARCEP a été conduite de janvier à avril 2009. Les conclusions de cette expérimentation ou de ces diverses expérimentations indiquent, selon l'ARCEP, que le schéma multifibre est approprié au déploiement de la fibre optique dans le cadre de la France. Il est donc nécessaire de préciser le dispositif législatif en vigueur pour permettre à ce schéma d'être mis en œuvre par les opérateurs sous le contrôle de l'autorité de régulation. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Cet amendement, mes chers collègues, est très important pour tous les copropriétaires de France. Monsieur le rapporteur général et les locataires. Très important, mais il arrive sans crier gare à la fin de la discussion d'une proposition de loi dont l'objet est à 100 lieues de là. Je regrette. La commission des finances qui rapporte ce texte n'a aucune compétence, aucune antériorité en la matière. Ce sujet est un sujet excellemment traité par la commission des affaires économiques et il me paraîtrait bien préférable de lui laisser faire son travail jusqu'au bout. Alors, sauter sur le véhicule législatif qui passe, ça fait preuve d'une belle agilité. Ceci étant dit, est-ce véritablement de bonne méthode? Est-ce véritablement de bonne méthode? Alors, Monsieur le ministre, vraiment, les mesures dont il s'agit, bon, n'ont pas de lien avec le crédit aux PME. Enfin, je cherche le lien. Mais bon, alors, bon, c'est bon. Bon, alors, bon, il s'agit d'établir des liens entre des PME, c'est ça. Bon. Alors, mais est-ce que ceci est lié au financement des entreprises? Bon. Alors, mais là, je vois que la présidence est engagée. Hein. Bon. Alors, non, mais bon. Alors, donc, sans doute est-ce une excellente idée, mais sincèrement, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la Commission des finances n'a pas été en mesure de se livrer à une étude sérieuse de cette situation. Alors, toutefois, j'ai reçu des observations dont je sais bien qu'elles ne sont pas neutres, mais il y a d'un côté l'autorité de régulation, de l'autre l'opérateur historique. Et les uns et les autres se fondent sur des argumentaires juridiques et techniques très élaborés, des pages de jurisprudence, des pages serrées, de droit communautaire, de droit national. Comment, à cette heure-ci, à la fin de ce débat, pourrait-on donner une réponse sérieuse sur ce sujet? Même si la cause est excellente. Même si la cause est excellente. Alors, il me semble qu'il vaudrait mieux écouter le gouvernement, puis éventuellement reprendre cette disposition après qu'elle soit retirée dans un texte qui constituerait un support plus indiqué.
Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vais tenter de clarifier le débat tout en entendant ce qu'a dit le rapporteur général sur les amendements qui sont des amendements très importants et qui arrivent opportunément ou, selon certains, de manière inopportune, mais qui en tout cas ont le mérite de poser des vrais débats. Je voudrais essayer de nous rassembler sur quelques constats clairs. D'abord, 1. Le développement du très haut débit, c'est-à-dire des réseaux en fibre optique, c'est un objectif majeur, un objectif prioritaire, bien sûr, du gouvernement, qui en a fait un des axes du plan France numérique 2012. C'est aussi, je le crois, un objectif de l'ensemble des sénateurs rassemblés ici. Afin d'atteindre au moins 4 millions d'abonnés en France d'ici 2012, il est nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire favorable à l'investissement des opérateurs privés, tout en permettant la concurrence entre eux au bénéfice des consommateurs. À cet effet, la loi de modernisation de l'économie a posé un certain nombre de principes fondamentaux. L'article 109 prévoit ainsi le prééquipement en fibre optique des immeubles neufs à compter de 2010. Cet article pose également le principe de la mutualisation entre les opérateurs de la partie terminale des réseaux en fibre optique. Alors, j'entends bien que le Sénat n'est pas complètement informé des aspects techniques, car dans les faits, 2 solutions existent pour le prééquipement en fibre optique des immeubles. 2 solutions existent. Le monofibre, qui consiste à établir une seule fibre optique dans chaque logement, fibre pouvant être ensuite utilisée par tout opérateur. C'est la mutualisation d'une fibre. Et puis, une autre solution, qui est la multifibre, dans laquelle plusieurs fibres optiques sont établies dans chaque logement. Ces 2 solutions techniques ont été, comme l'a rappelé le sénateur Philippe Dominati, ont été expérimentées. Elles ont été expérimentées tout au long des premiers mois de 2009. Les conclusions de ces expérimentations indiquent que le schéma multifibre comme le schéma monofibre fonctionnent. Les 2 solutions techniques fonctionnent et donc peuvent servir pour le déploiement de la fibre optique en France. Et l'amendement de Philippe Dominati, en fait, offre la liberté de choix, permet la liberté de choix entre les 2 options techniques. C'est ça le fond de l'amendement de Philippe Dominati, et un amendement qui permet une avancée en n'imposant pas, et j'y insiste, une solution technique au profit de tel ou tel opérateur me semble tout à fait intéressante, et c'est la raison pour laquelle j'y suis bien sûr tout à fait favorable. Y a-t-il un lien maintenant avec le texte qui nous préoccupe? Eh bien, je le crois, car faire en sorte que nous puissions, par la liberté des choix techniques, accélérer le déploiement de la fibre optique dans les immeubles. Mais dans les immeubles, il y a bien sûr les gens qui y vivent, mais les gens qui y vivent, ce sont souvent des entrepreneurs installés à leur domicile. Car, je vous rappelle, si je peux continuer mon propos, je voudrais vous indiquer que depuis des années, nous faisons en sorte de faciliter l'activité, y compris au domicile de ceux qui déclarent leur activité. Nous avons adopté des dispositions législatives en ce sens, et je vous renvoie à la loi de modernisation de l'économie. Pour les professionnels indépendants, les entrepreneurs indépendants, vous le savez, nous avons permis, dans le cadre de la loi de modernisation, la domiciliation dans le lieu de domicile de l'entrepreneur individuel. Et avec le succès, vous faites bien de m'y faire souvenir, Madame le sénateur, car je vous ai entendu dans mon oreille gauche, avec le succès de l'auto-entrepreneur qui se déclare dans son lieu de domicile, c'est près de 200 000 auto-entrepreneurs
qui se sont déclarés, eh bien c'est 200 000 auto-entrepreneurs qui exercent chez eux leur activité. Je suis persuadé qu'ils sont très intéressés à la solution, à l'option de liberté de choix qui est permise par cet amendement. Et donc le gouvernement est favorable à cet amendement et vous demande de le suivre pour permettre le déploiement de la fibre optique dans notre pays. Madame Brick, vous avez la parole, chers collègues. Monsieur Mercier, ensuite. Oui, je ne suis pas du tout spécialiste de la fibre optique, mais je faisais partie de la commission spéciale qui avait été mise en place au moment du débat sur la loi de modernisation de l'économie, et je me suis renseignée auprès notamment de mes collègues de la commission économie très au fait de ces problèmes. Alors, je voudrais quand même faire remarquer qu'avec cet amendement, on est très loin des PME. C'est quand même un cavalier, il faut le dire. Il faut aussi dire, pour que tout le monde soit éclairé, qu'il s'agit en fait de répondre à une demande d'un opérateur, pour ne pas le nommer Free, qui veut disposer de sa propre fibre optique. C'était le débat que nous avons eu il y a un an dans la commission spéciale. Et l'amendement que nous proposent nos collègues Hérisson Dominati reviendrait sur ce qui a été décidé dans la loi de modernisation de l'économie. Il faut quand même le dire. Il revient dessus, parce que ce n'est pas le choix qui avait été effectué à l'époque. Alors, je ne reprends pas l'argumentation qui avait fait que cette solution n'avait pas été retenue, mais on passe, si j'ai bien compris les explications techniques du ministre, on passerait d'un système de monofibre à un système obligeant les opérateurs à déployer des fibres surnuméraires. On est bien d'accord, hein? Donc ça entraîne un surcoût, ça c'est évident pour. Alors, tous ces arguments viennent en balance avec un autre argument qui va un peu en sens contraire, c'est l'intérêt à ouvrir largement l'accès au réseau. C'est ça que vous développez. Alors, moi, je suis un peu d'accord avec le rapporteur. Franchement, on est là depuis le début de l'après-midi. On a cet amendement. Il faut prendre une position. Le gouvernement est plutôt favorable. On nous dit aussi que l'ARCEP y serait favorable, si j'ai bien entendu les arguments développés par les uns et par les autres. Bon, on n'a pas d'opposition à le voter, mais je suis pas sûre qu'on en mesure toutes les conséquences. Bon, voilà, mais on aura du mal par rapport à l'argumentation qui consiste à dire qu'il faut effectivement ouvrir largement l'accès au réseau. On pense qu'il emporte plutôt sur l'aspect qui consiste à donner droit à un opérateur. C'est quand même ça le débat avait porté là-dessus l'année dernière. Donc on est plutôt favorable à le voter. Je ne sais pas si on fait bien, mais c'est plutôt les indications qu'on va donner. Monsieur le Président Mercier. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais être aussi bref que possible, mais me borner à deux observations. À plusieurs reprises ces derniers jours, le Sénat a siégé sans désemparer et beaucoup d'entre nous se sont plaints des conséquences des procédures nouvelles. Très bien. On n'a pas encore tout construit, il faudra travailler, mais honnêtement, et je félicite le ministre pour les efforts méritoires qu'il vient de faire devant nous, pour nous expliquer le lien qu'il y avait entre cet amendement qu'il dépose et... Oui, non, mais on s'est compris. C'est en effet une erreur, une rapidité de langage que j'ai utilisée pour faire en sorte qu'on puisse aller se coucher assez tôt. C'est un raccourci. C'est un raccourci, mais et je félicite le ministre d'avoir essayé de nous montrer le lien qu'il y avait entre cet amendement et le texte qui est relatif à l'accès au crédit des PME. Il est évident qu'il y a... Oui, mais on pourrait en effet. Moi, je serais pas hostile à ce qu'on mette proposition de loi relative à diverses dispositions intéressantes.
ce qui aurait un champ suffisamment large pour qu'on puisse aller au bout. Il y a quand même un vrai problème. On est en train de patauger un peu dans la procédure nouvelle. On s'en voit beaucoup. Et si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de nous discipliner un petit peu, ça pose un vrai problème. Sur le fond, moi je suis très favorable au développement de la fibre optique. Mais ce qui serait bien, Monsieur le Ministre, c'est qu'on écrive peut-être en français cet amendement. La première phrase fait 4 lignes et demie. Et très honnêtement, moi je ne comprends pas ce qu'on veut dire. Dans le deuxième paragraphe, il y a 2 phrases, une de 4 lignes, une de 3 lignes et demie. Je ne comprends pas non plus ce qu'elle amène. Et si j'ai bien compris, par contre, j'ai bien compris ce que vous aviez dit. Vous avez dit, il y a une obligation de prééquipement des bâtiments nouveaux. Et je regrette donc de vous dire que votre argument en disant il y a 200 000 auto-entrepreneurs qui habitent dans ces immeubles, c'est un peu faux puisqu'ils ne sont encore pas construits. Ils habitent dans les autres. Dans ceux qui sont là, obligés de l'abondement, il n'y a encore personne puisqu'ils ne sont pas construits. Mais deuxième observation, vous nous avez dit, il y a 2 solutions et la loi, cet amendement permet de prendre l'une ou l'autre. Il n'y a donc aucun objet normatif. Puisque s'il y a 2 solutions et qu'on dit il faut voter une loi pour dire on prend l'une ou l'autre, s'il y en a que 2, on prend celle qu'on veut et il n'y a pas besoin de loi. Donc je ne vois pas bien l'utilité de ce texte. Pratique. Hein. Et puis si vous pouviez faire écrire en français pour qu'on puisse voter, ce serait bien. Parce que très honnêtement, c'est quand même parce que quand on écrit toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communication électronique à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à la dite ligne et aux moyens qui sont associés maintenant d'opérateurs en vue de fournir des services de communication électronique à cet utilisateur final. Très honnêtement, moi je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et je veux bien voter n'importe quoi, ça m'est déjà arrivé, mais j'aimerais autant savoir ce que je vote. Voilà. Donc moi, je pense qu'un petit peu de travail autour de ce texte s'impose. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Biver, Monsieur le Ministre, vous aurez la parole après. Et Monsieur Dominati également. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, dans mon intervention tout à l'heure, j'ai évoqué ce problème en ayant, je crois, un peu de crainte que l'on tente de nous faire aller un peu vite. Moi, j'ai participé aussi aux travaux de la commission LME. Nous avons fait différentes réunions, différents déplacements, et il était bien précisé que toute possibilité était garantie dans le cadre justement de la mutualisation possible de la fibre. Et c'était, semble-t-il, un acte positif qui intervenait dans la loi et dans cette décision, en précisant combien chacun pourrait apporter sa pierre à la contribution de quelque chose qui, pour une fois, crée un peu d'unité autour d'un grand service. Le deuxième point, c'est que moi j'en suis encore à essayer d'obtenir la DSL dans mon propre bureau. Je ne vois pas comment je vais aller expliquer chez moi qu'on va faire des doubles fibres optiques alors qu'on nous oppose toute possibilité d'obtenir le minimum dont nous avons besoin pour nous servir de l'outil informatique dans de bonnes conditions. Alors c'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je vous inviterai à venir expliquer ça, mais je ne peux pas comprendre que l'on veuille une fois de plus s'occuper d'une manière toute particulière des endroits où la population est dense, en laissant tomber le reste du territoire et en nous racontant tous les matins que 99,5% du territoire est desservi. Nous savons très bien que c'est pas vrai et nous savons très bien comment nous vivons dans nos campagnes. Alors tout ça me conduit moi aussi à dire combien il serait intéressant d'inviter plutôt l'ARCEP et ceux qui lui demandent d'intervenir en la circonstance, de se regrouper avec les autres opérateurs pour véritablement utiliser en commun quelque chose qui sera clair, au moins en matière d'organisation, et qui sera efficace sur le plan pratique. C'est pourquoi, personnellement, je me refuse à voter ce texte. Chers collègues, Monsieur Dominati, dernier orateur,
et le gouvernement ensuite répondra. Oui, je voulais, Monsieur le Président, apporter quelques précisions. Je m'excuse peut-être pour les problèmes de rédaction et de style, mais lorsqu'on fait un travail collectif et que, comme c'est l'ensemble du groupe auquel j'appartiens qui présente cet amendement, c'est un amendement qui répond à la technicité voulue par l'ARCEP. Il est vrai qu'en l'occurrence, on a été peut-être très réactif. C'est-à-dire que, comme Madame Bricq l'a souligné, lors de la loi LME, divers dispositifs entre le monofibre et le multifibre étaient proposés et il y avait une difficulté à appréhender ce problème technique. Entre-temps, l'ARCEP a fait des évaluations, des concertations et des épreuves. À partir du moment où nous avons les résultats de l'autorité de régulation, il a semblé judicieux qu'au cours de cette loi, qui concerne quand même l'économie dans la période dans laquelle nous sommes, que l'on s'adapte le plus rapidement possible pour la construction d'immeubles qui vont avoir lieu en 2010. On est toujours en train de compliquer généralement, je dirais dans le domaine de la faisabilité, un certain nombre de dispositions, et la construction d'un immeuble, c'est pas quelque chose d'aisément facile. On est à 6 mois de l'échéance 2010. À partir du moment où nous avons une précision technique d'une autorité de régulation qui dit pour notre pays, c'est le choix. C'est le choix après une hésitation, un débat qui a eu lieu. Il m'a semblé évident, avec les collègues de mon groupe, de profiter effectivement de l'accès du crédit aux PME pour résoudre ce problème. Dans cette loi, nous avons vu d'autres dispositions qui ne sont pas non plus si proches de l'objet direct de la loi, cher Président. Donc, c'était l'objet de cet amendement. Je pense qu'il est réactif, il permet de gagner du temps et il permet d'éclaircir très rapidement le débat dans ce domaine. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur a souhaité que la Commission s'exprime avant votre... Je vous prie de m'excuser, c'est comme ça. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cette question qui est importante, je persiste à dire que nous ne sommes pas en mesure de la traiter sérieusement ce soir. Et quand je me réfère à la loi de modernisation de l'économie, elle a moins d'1 an, le gouvernement était le même, une expertise a été conduite, et de quoi s'agit-il? On nous dit dans l'exposé des motifs qu'il s'agit de préciser le dispositif législatif existant. Or, j'ai bien l'impression qu'il s'agit d'aller bien au-delà de simples précisions. Et sur un seul point, je voudrais y insister. Le second paragraphe, non pas celui dont Michel Mercier nous a donné lecture, mais le suivant, comporte un principe excellent, l'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé. Parfait, et ceci est bien compréhensible. Mais il s'y ajoute l'incidente suivante, sauf dans les cas définis par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Bon, donc le principe est son contraire. Et on délèguerait à l'ARCEP une compétence réglementaire totale sans la guider pour définir les cas d'exclusion. En juriste, je suis amené à dire que ceci pose problème. Et peut-être ce problème peut-il être résolu, mais encore faut-il en débattre, et en débattre dans une enceinte appropriée. Donc, pour pas de manière improvisée, en fin de discussion d'un texte qui n'a pas cette finalité. Je me permets de le dire, Monsieur le Ministre, tout nous conduit en général à sympathiser dans les mêmes positions, mais ici, vraiment, il y a des considérations de méthode qui ne peuvent pas ne pas être invoquées. Pour ma part, je réitère un avis défavorable à l'adoption séance tenante de cet amendement. Monsieur le ministre. Bien, je crois que l'ensemble des sénateurs se sont exprimés. Je voudrais, pour ma part, clarifier les quelques points qui restent encore à clarifier, qui ont été posés par les derniers intervenants. Je voudrais rappeler d'abord que la loi de modernisation de l'économie a posé un certain nombre de principes. Et je voudrais indiquer que l'article 109 de la loi de modernisation
prévoit ainsi le prééquipement en fibre optique des immeubles neufs à compter de 2010. Sur cela, je crois que cette loi, elle existe, elle a été votée par la Haute Assemblée, et donc elle est, je dirais, indiscutable. Mais l'article 109 pose également le principe de la mutualisation entre les opérateurs de la partie terminale des réseaux en fibre optique, et ce principe de mutualisation, il est lui aussi inscrit dans la loi de modernisation de l'économie. Jusque-là, je crois que tout le monde est d'accord. Sur le plan technique, eh bien, cette mutualisation, elle peut reposer sur les deux aspects techniques que j'indiquais précédemment, et les expérimentations qui ont été menées nous indiquent que les deux solutions techniques sont également opérationnelles. Et l'amendement permet d'utiliser ces deux options. Autrement dit, cet amendement n'impose rien. Il ouvre une faculté de choix entre les deux options techniques. Ce qui veut dire que cet amendement est très important. Certes, il est important par le sujet traité, mais surtout cet amendement, il prend en compte les derniers éléments qui nous manquaient pour préciser cet article 109 et préciser que les deux options techniques de mutualisation sont également opérationnelles. Et c'est la raison de l'ajout de l'amendement proposé par Philippe Dominati. Je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir présent cette ambition du câblage. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui une ambition du gouvernement et de la majorité, et j'en suis convaincu de beaucoup de sénateurs, de cette ambition de la fibre optique. Voilà, je ne vais pas maintenant refaire la démonstration et tenter de vous démontrer le lien qui existe avec l'activité des très petites entreprises. Je ne le ferai pas, je l'ai déjà fait. Mais je voudrais maintenant aller au fond et vous dire que cet amendement offre une faculté de choix et que cette faculté de choix n'est pas une obligation qui nous permet de choisir telle ou telle option technique. Elle permet de faire l'une ou l'autre. Et il n'y a pas de raison d'imposer un choix technique qui réserve la possibilité pour tel opérateur de bénéficier d'un avantage évident en ce qui concerne sa capacité à avoir une barrière qui empêche ce déploiement accéléré que nous souhaitons et que nous avons inscrit dans la loi de la fibre optique. Cet amendement n'est rien d'autre que cela et je persiste à donner l'option favorable du gouvernement à cet amendement assise sur les expérimentations qui ont été menées et validées par l'autorité de régulation. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Y a-t-il d'autres intervenants? Monsieur le rapporteur. Juste un mot, Monsieur le Ministre. Bon, sur le fond, vous êtes très éloquent, très convaincant. On peut se laisser convaincre, mais du point de vue de la Constitution, il y a quand même deux choses qui sont importantes. Y a-t-il un lien, même indirect? Soyons sérieux, regardons les choses de manière objective avec le texte dont nous débattons. En second lieu, est-ce que le législateur épuise sa compétence? Si l'on délègue à l'ARCEP le soin de définir des exceptions sans guider le pouvoir réglementaire, nous prenons un second risque constitutionnel sérieux. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'il faut que cette disposition, qui est sans doute intéressante, d'esprit libéral, est-ce qu'il faut que cette disposition fasse l'objet soit d'un rejet, soit d'une contestation de sa constitutionnalité? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'il n'est pas préférable d'utiliser les voies normales, c'est-à-dire d'en débattre au sein de la commission compétente et dans un texte approprié? Franchement, c'est la question que je voudrais te poser en demandant in fine à Philippe Dominati de bien vouloir retirer son amendement. Alors ce n'est pas naturellement une appréciation défavorable sur le fond, j'en serais bien incapable. Mais
C'est en vertu des considérations de méthode que je viens de développer. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Monsieur Sido demande la parole. Oui, Monsieur le Président, vous l'ignorez probablement, mais je m'occupe aujourd'hui du Grenelle 1 et du Grenelle 2. Nous allons avoir en travail en commission demain et après-demain, un travail très important. J'allais manger un sandwich à la buvette, je passe dans la salle des conférences et qu'entends-je? Qu'à l'occasion d'un débat sur les caisses d'épargne, qu'entends-je? PME. Oui, d'accord. On parle de fibre optique. On parle de haut débit. Il se trouve que c'est un sujet qui me passionne également. J'étais d'ailleurs rapporteur d'un certain nombre de lois traitant de cette affaire-là. Alors, je dois dire très humblement que je n'ai absolument aucun avis sur cet amendement qui est déposé par nos éminents collègues de mon groupe, puisque je crois qu'il est soutenu par tout l'UMP. Maintenant, je voudrais dire, et je rejoindrai le rapporteur de la loi qui est débattue actuellement, qu'il est quand même étonnant que l'on puisse encore démocratiquement déposer des amendements purement cavaliers. Parce que le véritable sujet, cette fibre optique et le développement du très haut débit sur tout le territoire français, devrait, de mon point de vue, faire l'objet d'une loi, d'un projet de loi ou d'une proposition de loi tout à fait particulière. Je suis sûr qu'à l'occasion du débat de ce type de loi, il y aurait beaucoup de monde dans l'hémicycle. Alors traiter à 21h et quelques d'un amendement cavalier sur un sujet aussi important et qui ne traite qu'une toute petite partie de la question, c'est-à-dire la montée des étages dans les immeubles. Mais Monsieur le Ministre, il y a tout le milieu rural. Et en tant que président de Conseil général, je peux vous dire que cette question est considérablement importante et que, grâce d'ailleurs à la clause générale de compétence, grâce à cette clause, les conseils généraux vont pouvoir équiper notre territoire alors qu'il est abandonné complètement par les opérateurs, etc., etc. Par conséquent, étant un membre fidèle de l'UMP, je propose à mon collègue que cet amendement qui est arrivé sans que personne ne soit au courant, personne, soit retiré, et je rejoins tout à fait Monsieur le rapporteur, afin qu'il soit discuté dans un cadre et dans un contexte d'une proposition ou d'un projet de loi qui fasse que chacun puisse participer utilement au débat. Voilà ma proposition. Merci. Monsieur Sido, je consulte. Oui, Monsieur le Président, j'ai bien entendu les conditions de travail exceptionnelles dans lesquelles nous travaillons, mais je pense qu'il faut être efficace et pragmatique. Et en l'occurrence, moi, je souhaite désormais que l'on passe au vote, tout simplement. Et si jamais, on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement. Nous allons consulter. Que ceux qui sont d'avis d'adopter l'amendement présenté par Monsieur Dominati veuillent bien lever la main. Ceux qui sont défavorables, veuillez bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Nous passons maintenant à l'amendement présenté par le gouvernement après l'article 6 septies. Monsieur le ministre, vous avez la parole. C'est l'amendement numéro 14, monsieur le ministre. Du gouvernement. Favorable. Comment favorable? C'est vous qui... C'est un amendement très important qui a pour objet de mettre en œuvre l'engagement pris lors du Conseil européen des 19 et 20 mars 2009 consistant à augmenter les ressources du FMI pour aider les pays confrontés à la crise. L'amendement proposé vise à mettre en œuvre l'engagement international de la France. Il s'agit concrètement de modifier l'article 2 de la loi du 26 décembre 1945 relative au FMI, qui régit les relations financières entre la France et le FMI. Le FMI pourra, après l'adoption de la loi, appeler auprès de la France les sommes correspondantes et ainsi accorder un soutien financier au pays le sollicitant. Merci, monsieur le rapporteur. Bien, pas d'explication de vote. Qui est pour? Qui
Qui est contre? Il est adopté. L'article 7 a été supprimé. Nous passons, après l'article 7, à un amendement numéro 15 présenté par le gouvernement. Vous avez la parole. C'est le dernier amendement. Oui, Monsieur le Président, il s'agit simplement d'étendre et d'adapter aux collectivités d'outre-mer les dispositions de la présente proposition de loi. Pas d'opposition. Il est adopté. Pas d'explication de vote sur l'ensemble, j'entends bien. Pas d'explication de vote sur l'ensemble. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Il n'y a pas d'explication de vote. Qui est pour l'ensemble de la proposition de loi? S'il vous plaît, veuillez vous manifester. Qui est contre? Abstention? Groupe socialiste. La proposition de loi est adoptée. C'était l'examen de la proposition de loi visant à favoriser l'accès au crédit des PME. Pour revoir cette séance, notre site internet publicsénat.fr. Tout de suite, le journal de 18h présenté par Sonia Mabrouk et Michel Grossior. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Public Sénat.